Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'information sur Ivoire TV. Magui Le Tokar, ex-chef milicien qui a largement fait parler de lui durant la crise post-électorale pour se reconvertir en artisan de la paix depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, a tiré sa révérence dimanche 3 juillet des suites d'une longue maladie, une disparition qui a profondément affecté ses compagnons d'armes internés à la caserne de la brigade anti-émeute à Yopougon. J'avoue que nous sommes tous choqués. Que ce soit les éléments, les militaires, que ce soit nous qui dirigeons la cellule civile, nous sommes tous choqués. Magui était un élément très important dans la réconciliation. Tout gravitait autour de lui. Et donc, on avait encore besoin de lui pour assurer les éléments qui sont en cachette, parce que sa seule présence rassurait les uns et les autres à revenir. Aujourd'hui, c'est avec tristesse et désolation que je me présente devant cette caméra. Mais avant toute chose, j'aimerais clarifier les choses. Il faudrait que tout le monde entier sache aujourd'hui que le commandant Magui Le Tokar, qui était notre fer de lance, est décédé par faute de moyens. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu suffisamment de moyens financiers pour suivre son traitement. On n'avait même pas de moyens même pour pouvoir acheter même un comprimé. On n'avait personne pour nous soutenir dans cette tâche-là. Que ce soit les jeunes doués, que ce soit tous ceux qui nous ont approchés pour le dépôt d'armes, personne, ils nous ont tous lâchés. Et aujourd'hui, où je vous parle, même nous dormons de force dans un hôtel. En toute sincérité, il faut que toute l'opinion nationale et internationale prête l'oreille. Pour quelqu'un qui a combattu, qui a participé à la réconciliation, qui a participé à la réconciliation, et après avoir fini de se rallier et qu'on l'attrape, on le bastonne et qui tombe malade, cette personne-là, qui doit toujours être au four au moulin avec les gens, n'a pas reçu des soins. Des soins. Magui souffrait après avoir fini d'être enlevé par les éléments de IB qui l'ont bastonné copieusement. Et cette gravitude est malade. Il était tellement malade, il était touché partout. Cet enfant a décidé de sauver la Côte d'Ivoire pour une vraie nation plus tard. Quelles sont les circonstances dans lesquelles l'homme du retour de la paix dans la commune pro-Gbagbo de Yopougon a rendu l'âme? Celui qui se fait appeler Chef Djé, l'un de ses compagnons, qui l'a transporté jusqu'à la clinique, décrit ici les détails de son évacuation. Le matin, chacun se lève, je le vois. Voilà. Quand je suis arrivé le matin, j'ai trouvé qu'il avait abandonné le lit. Donc il était couché par terre. Et je lui ai demandé, c'est comment? Donc il m'a fait savoir que vraiment c'est bon. Ça va pas. Et donc je suis allé réveiller les autres camarades. Donc on est venu ensemble, autour de lui. Tout de suite, on a essayé de joindre le doyen Eugène. Il nous a dit de l'amener dans une clinique, quelque part. Vu son état là, et puis du fait qu'on n'avait pas de véhicule, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait dans l'immédiat l'envoyer dans une clinique à côté, à Salbo. Donc au moment où on s'apprêtait, on avait même eu l'idée de l'envoyer au grand centre. Voilà. Et il a commencé à rendre. Il était devenu plus faible qu'avant. Donc il y a un de nous qui est descendu par les avertis, les gens qui sont à la clinique à côté. Donc les médecins sont venus. Et donc on a pris. Voilà, il ne pouvait plus marcher. Bon, d'ici là, on essayait de le soutenir un peu. Mais quand on a descendu le marche, il s'est assis, il ne pouvait plus. J'étais obligé de le mettre au dos. C'est un peu. Puis on a envoyé à la clinique. Le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire connaît des réformes importantes avec l'arrivée à sa tête de Mme Kandia Camara. Des mesures radicales y ont été imposées, entre autres le retour de la tenue scolaire à l'école, l'interdiction d'activités syndicales en milieu scolaire et l'instauration d'un plafond d'âge pour l'engagement politique. Qu'en pense l'homme de la rue? Suivez ce micro-trottoir réalisé par la rédaction.
Non, pour moi, c'est pas une bonne chose parce que c'est pas tous les parents qui ont les moyens. Sincèrement, c'est pas tous les parents qui ont les moyens de acheter les tenues des enfants. Donc pour moi, bon, les enfants devaient être libres, on devait laisser chaque parent libre quoi. Voilà. Les enfants ne sont pas obligés de se mettre en tenue, voilà, en tenue scolaire. Ils peuvent venir en tenue de choix, une tenue de choix à l'école, il n'y a pas de problème quoi pour moi. C'est une très bonne chose parce que nous avions été des personnes même qui ont décrié l'annulation de la tenue scolaire. Ça créait un désordre au sein de l'école. Et puis, ceux qui n'avaient pas les parents assez aisés étaient facilement distingués. Parce que ce n'est pas évident de venir chaque jour à l'école avec un habit neuf, avec un habit bien propre, bien repassé, etc. etc., etc. Alors qu'avec l'uniforme, avec la tenue scolaire, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Et je pense que c'est assez intéressant, c'est même psychologiquement intéressant pour les élèves au sein de l'établissement. La fête, normalement à l'école, pour moi c'est pas bien, au secondaire surtout. Ça incite les élèves, sincèrement. Ils sont violents à l'école. Ça fait qu'à l'école même, là, ils ne respectent plus les professeurs parce qu'ils se disent quoi. Quand ils ont un problème, un élève a un problème avec un professeur comme ça va appeler le groupe et l'école, en tout cas en feu ce jour-là. On ne peut pas faire les cours. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je suis contre. Je suis contre. Parce que je pense que dans l'éducation, l'activité syndicale a lieu d'être. Les élèves, les étudiants sont les futurs dirigeants de demain. Après l'activité syndicale, ils apprennent à diriger. Ils apprennent à prendre des décisions. Le problème, c'est l'encadrement de l'activité syndicale. On ne doit pas l'interdire. On doit plutôt promouvoir l'activité syndicale, mais mettre en place des garde-fous en vue donc de mieux gérer cette activité syndicale-là pour qu'il n'y ait pas certaines déviations. Je pense que c'est ce qui a manqué les années précédentes et j'ose croire qu'avec la nouvelle donne politique actuelle, les choses pourraient changer à ce niveau. Pour moi, pour entrer en politique, il n'y a pas d'âge. Pour moi, quoi. Parce qu'actuellement, là, quand les enfants naissent, ils naissent avec la politique en même temps. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, dès le bas âge, on est avec, on peut, voilà, la politique, il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas d'âge pour faire la politique. Parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Un enfant qui a la maternelle, par exemple, en classe, il parle politique. Cet enfant-là grandit avec. Jusqu'à il va arriver, où il peut arriver, mais ça reste. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. Au niveau de la politique, pour faire la politique, il faut d'abord être majeur. Parce que lorsqu'on est mineur, on n'est pas assez responsable et on n'a pas conscience souvent des conséquences des actes que nous posons. Donc c'est une bonne chose d'imposer un âge pour arriver en politique. Maintenant, le débat s'est situé, quel âge imposer pour aller en politique? Tout va dépendre maintenant de l'âge de la maturité que les législateurs ou bien les personnes concernées en cela peuvent déterminer. Et nous sommes prêts à participer à ce débat. À présent, l'actualité nationale en brève, le séminaire gouvernemental initié par le président de la République, Alassane Ouattara, s'est ouvert hier mardi dans les locaux de la primature à Abidjan en présence des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Guillaume Soro. Selon le chef de l'État, ce séminaire vise à adopter une matrice d'action prioritaire pour les 6 mois à venir afin de répondre efficacement aux attentes des Ivoiriens. L'agence ivoirienne de presse, l'AIP, a un nouveau patron. Il s'agit de Madame Sana Barry, qui a été installée hier au siège de l'agence par le ministre de la Communication, Monsieur Souleymane Koti. Pour terminer, rappelons ce fait historique pour dire que c'est le 6 juillet 1885 que la première inoculation du vaccin antirabique de Louis Pasteur a eu lieu, histoire de saluer cet acte de haute portée pour la médecine dans le monde. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve demain pour notre bulletin d'information sur Ivoire TV. Au revoir.